décembre 1805. Le fracas d'Austerlitz s'est tu. Nous avons laissé le prince André Bolkonsky allongé sur le champ de bataille, les yeux rivés à ce ciel infini qui venait de lui voler ses rêves de gloire. Nous avons laissé Pierre Bezoukov, prisonnier d'un mariage de façade et d'une quête de sens désespérée. Nous avons laissé Natacha Rostov à l'aube de sa jeunesse, encore tout entourée des chants et des rires d'Otradnoé. C'était l'hiver de leurs âmes. Mais de 1807 à 1812, la Russie retient son souffle. Sous le calme trompeur des traités de paix et des réformes de Salon, les cœurs s'apprêtent à basculer. Bienvenue à la veille du gouffre. Erfourt, 1808. Napoléon et Alexandre s'embrassent devant l'Europe médusée. Les deux arbitres du monde scellent une alliance aussi éclatante qu'éphémère. À Saint-Pétersbourg, on s'enivre de réformes administratives. Speransky, le fils de prêtre devenu le bras droit du tsar, veut codifier l'avenir de la Russie. Les salons s'enflamment, on parle constitution, on rêve d'une modernité à la française. Mais derrière ce théâtre politique, la vraie vie palpite, indifférente au décret. Une vie faite de nuits d'insomnie, de deuil silencieux, de passions qui couvent et d'amour qui s'ignorent. Car tandis que l'histoire officielle parade, les destins individuels se nouent dans l'ombre. Là, un simple regard pèse plus lourd que le destin des empires. Le prince André s'est enterré vivant. Veuf, désabusé, il croit sa vie finie à 31 ans. Il a libéré ses paysans, fondé une école, mais rien ne le console. Sur sa route, un vieux chêne, noueux et desséché, semble lui crier que le printemps est un mensonge, que l'amour et le bonheur sont des illusions. André repart, résigné. Mais quelques semaines plus tard, le miracle s'opère, le chêne mort s'est couvert d'un dôme de verdure éclatant. En un instant, la glace se brise dans son cœur. Porté par l'image fugace d'une jeune fille aperçue à une fenêtre, un soir de lune, André comprend que la sève de la vie coule encore en lui. L'hiver de l'âme a laissé place à une résurrection. Pierre, lui, erre dans un autre désert, celui de l'esprit. Il a cherché la lumière dans les loges maçonniques, rêvant de pureté, de fraternité, de réforme universelle. Mais peu à peu, il découvre l'hypocrisie de ses frères, sous les tabliers de soie et les insignes dorés, ce sont les mêmes ambitions mesquines, les mêmes uniformes, les mêmes appétits d'argent et de pouvoir. Déçu, Pierre se réfugie dans l'oisiveté, le vin, les nuits chez les bohémiens. Il devient le mari de l'ombre de la superbe Hélène, errant dans sa propre demeure comme un étranger. Au fond de ce vide immense, il attend. Il espère une secousse, un séisme, peut-être même l'apocalypse, pour le réveiller enfin de sa torpeur. André et Pierre, deux miroirs de l'âme russe. L'un est un homme d'action, cynique par protection, qui cherche le salut dans le travail concret, la rigueur du code militaire, la retraite solitaire à la campagne. L'autre est un éternel enfant, naïf et tourmenté, qui attend la vérité d'un signe cosmique ou d'une prophétie kabbalistique. André fuit l'absurdité par la volonté, Pierre la fuit par la contemplation. Deux chemins opposés qui convergent vers la même obsession, trouver une lumière capable de percer les ténèbres du monde. Et cette lumière, ils la chercheront l'un dans l'amour, l'autre dans le sacrifice. Saint-Pétersbourg, réveillon de 1809. C'est le premier grand bal de Natacha. Elle a 16 ans. Elle n'est que tulle blanc, angoisse et espérance. Personne ne m'invitera, tremble son cœur au milieu des broderies d'or et des regards indifférents. Puis, sur une suggestion de Pierre, le prince André s'avance. Il la prend par la taille, et le monde s'efface. Natacha danse avec un abandon total, une joie sauvage, une grâce sans artifice. À cet instant, André ne voit plus une comtesse, il voit la vie à l'état pur, une vie qui éclate, qui chante, qui ne demande qu'à être aimée. Ce soir-là, il ne tombe pas seulement amoureux, il renaît au monde par le regard d'une enfant. Natacha est le pont entre deux mondes. Éduquée à la française par une émigrée, experte en valses de cour et en romances de salon, elle porte pourtant en elle la terre russe. Un soir, chez son oncle, au son d'une balalaïka, elle oublie ses manières de demoiselle pour danser une danse paysanne. Instinctivement, ses pieds retrouvent le rythme des forêts, des plaines, des nuits d'hiver. Elle ne l'a jamais appris. C'est son sang qui se souvient. La vieille Anissia Fedorovna en pleure de joie. En elle, l'élégance de l'Europe et la force brute de la Russie se rejoignent,
faisant d'elle une âme vibrante, bien au-delà des héroïnes de papier. Mais le destin est un prédateur. Anatole Kouragine, le bel officier aux yeux de velours, le frère de cette Hélène qui incarne la vanité, entre en scène. Pour lui, tout est un jeu, même l'honneur. Il enivre Natacha de regards brûlants, de lettres enflammées, de promesses empoisonnées. Il l'arrache à sa promesse envers le prince André et la conduit au bord de l'abîme. Le projet d'enlèvement échoue, mais le mal est fait. Natacha est brisée, rongée par la honte et le désespoir. Le théâtre s'éteint, les lumières s'obscurcissent. Pierre, dans un geste de fureur et de pitié, chasse le séducteur de Moscou. Mais derrière les masques tombés, il ne reste que des ruines. Et une jeune fille à l'agonie. Face au chaos, Pierre cherche un ordre secret. Il se plonge dans l'apocalypse. Il calcule, Napoléon, écrit en lettres françaises, donne le nombre 666, le chiffre de la bête. La limite de son pouvoir, 42 mois, donne aussi 666. Plus fou encore, en torturant son propre nom, le russe Bezuoff, il parvient au même nombre. Il se convainc alors qu'il est destiné à jouer un rôle cosmique, celui qui doit abattre l'Antéchrist. C'est la folie magnifique de l'homme qui veut être acteur de l'histoire pour ne plus en être la victime. On tord la réalité pour lui donner un sens, oubliant que nous ne sommes souvent que les jouets de force qui nous dépassent. Pourquoi 1812 ? Pourquoi ces millions d'hommes s'élancent-ils vers l'Est pour s'entretuer ? Les historiens cherchent des causes, l'ambition de Napoléon, l'orgueil d'Alexandre, le blocus continental. Mais Tolstoï nous dit, la pomme tombe parce qu'elle est mûre. Le botaniste invoque la décomposition cellulaire, l'enfant, l'envie de la croquer. Aucune de ces explications n'est fausse, aucune n'est complète. La guerre est une confluence de millions de volontés individuelles, une mécanique implacable où Napoléon et Alexandre ne sont que des étiquettes collées sur les événements. Le libre arbitre est une illusion d'optique. L'histoire s'accomplit parce qu'elle est la somme de nos nécessités invisibles. Observez le contraste. D'un côté, Napoléon, nerveux, fébrile, persuadé de commander aux éléments. Il gesticule, il s'emporte, il dicte des ordres. Je vous effacerai de la carte, lance-t-il à l'envoyé russe. Mais il est prisonnier de sa propre légende. Il ne peut plus reculer. De l'autre côté, Koutouzov, vieux, borgne, le visage marqué par l'âge. À la veille des batailles, il lit un roman français, Les Chevaliers du Cygne. Il ne cherche pas à briller. Il sait qu'il ne dirige rien. Sa force est dans l'attente, dans la patience, dans la confiance absolue en l'âme du soldat russe. Il est le spectateur sage qui laisse l'orage passer, sachant que c'est le temps, et non le génie, qui gagne les guerres. L'invasion commence. Smolensk tombe. Le vieux prince Bolkonski meurt de chagrin. Marie, sa fille, sauvée par Nicolas Rostow, fuit vers Moscou. André repart au front, commande un régiment, n'a plus peur de la mort. Pierre quitte la ville pour assister à la bataille de Borodino, poussé par le besoin de voir, de comprendre. Et dans ce chaos, au milieu du fracas des canons, une lumière traverse le ciel de Moscou, la comète de 1812. Pierre la contemple, fasciné. Elle n'annonce pas la fin du monde, mais le début d'une vérité. Derrière le fracas des canons, il reste l'essentiel, la compassion, l'humilité, l'amour simple. Le gouffre s'est ouvert, certes. Mais c'est au bord de cet abîme que les âmes de Tolstoï apprennent enfin ce que signifie vraiment vivre.